Bébé, est-ce vraiment une bonne nouvelle? C'est une catastrophe. C'est une erreur. C'est quelque chose qui ne devrait pas être permis. 2 ans moins un jour dans la collectivité pour Philippe Hamelin qui a agressé ses 2 filles. Moi, je tourne la page. Même, je pense que je l'ai tournée, moi, dès que j'ai entendu le mot coupable. Menace d'inondation à Laval, des travaux sont en cours sur la rivière des Prairies. C'est vraiment relié au Frasil. Il n'y a pas d'embarque de surface dans ces cours d'eau-là. Drame familial en Californie, 7 membres d'une même famille retrouvés morts dans leur résidence. Le budget des conservateurs sera présenté dans moins d'1 heure à Ottawa. Il est 15h01. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à LCN. On s'en va tout de suite en Californie où on a de bonnes nouvelles concernant cette naissance multiple. Une femme qui a donné naissance hier à 8 bébés. Pas moins de 46 médecins et infirmières qui ont participé à l'accouchement. Et les médecins de l'hôpital de Bellflower, où sont nés les bébés, ont rencontré la presse cet après-midi pour faire le point sur cette naissance hors du commun. Et les médecins n'ont pas voulu dire si la mère avait subi un traitement de fertilité. Les 6 garçons et 2 filles se portent très bien en ce moment. 2 d'entre eux avaient dû être placés sous ventilation artificielle, mais ils respirent maintenant par eux-mêmes. Le 8e bébé a été une surprise totale pour tous, puisque l'échographie n'en avait révélé que 7 dans le ventre de la maman. Les premiers octuplés à avoir survécu à leur naissance, ils ont vu le jour à Houston, au Texas, en décembre 98. Donc, c'est la 2e fois aux États-Unis qu'une maman donne naissance comme ça à 8 bébés. Le docteur Mamphir Gupta fait le point sur l'état de santé des nourrissons. We are going to start some feedings on at least 4 of the babies today with a very small amount of feeds. And once they start tolerating, we are going to increase the feedings. So they are doing very well. They are kicking and they are doing amazingly well at this time. And I did talk to the mom this morning, and we showed her the pictures again. And mom was very happy to see that all babies are doing very well at this time. Et d'ailleurs, les avis sur les grossesses multiples sont plutôt partagés. Nous avons rencontré ce matin le directeur médical de la clinique de fertilité OVO, le docteur François Bissonnette, qui juge, lui, que cette naissance n'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est une catastrophe. C'est une erreur. C'est quelque chose qui ne devrait pas être permis. On l'a échappé. Puis, je peux vous dire que l'hôpital qui a accepté de se lancer dans cette aventure-là a posé un geste qui est risqué pour les enfants et pour la mère. Maintenant, il y a des travaux qui se poursuivent cet après-midi sur la rivière des Prairies pour éviter des inondations à la suite de la crue des eaux. Il y a une centaine de résidences qui sont dans une zone à risque en ce moment. Et Denis Thériault, ça risque d'être long, ces opérations? Pendant que le travail se poursuit sur la rivière des Prairies, les autorités surveillent la situation de très près. On a constaté au cours des dernières heures une légère diminution de l'eau. Pendant ce temps, eh bien, il y a les propriétaires d'une centaine de résidences qui, eux aussi, surveillent le niveau de l'eau de très près, s'inquiètent parce qu'il y a une possibilité d'inondation. Reste que le risque a diminué au cours des dernières heures à ce qu'on nous dit maintenant. Pourquoi on se retrouve dans une pareille situation? Explication d'un expert. La section d'écoulement des cours d'eau est rétrécie en dessous du couvert de glace par un effet de Frasil. On pourrait donner, par exemple, comme exemple, le cholestérol sanguin. Plus vous mangez gras, plus vos artères se rétrécissent ou se bloquent. Donc, il y a moins de sang qui circule. La même chose avec les rivières. Plus il y a de Frasil, plus la section d'écoulement rétrécit et moins il y a d'eau qui peut traverser dans la même section. Alors, il y a ce qu'on appelle du refoulement qui se produit. Ce qu'on a sur la rivière des Prairies et des Mille-Îles actuellement, à quelques endroits. Exceptionnel à ce temps-ci de l'année? Non, ça arrive habituellement à ce temps-ci de l'année à cause du froid, justement. On est dans les mois les plus froids. Alors, c'est vraiment relié au Frasil. Il n'y a pas d'embarque de surface dans ces cours d'eau-là. Le Frasil témoigne d'un mois ou de quelques semaines très, très froides qu'on vient de connaître. En milieu d'après-midi, les autorités ont fait le point sur la situation. Ils surveillent le niveau de l'eau de très près. Toutes les mesures seront prises pour que ça se déroule bien pour les propriétaires riverains.
Voilà, merci beaucoup, Denis. Maintenant, Philippe Hamelin ne se retrouvera pas derrière les barreaux. L'homme de 93 ans a été condamné à 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il s'agit de la peine que réclamait l'avocat de la défense. La sentence a été prononcée ce matin au Palais de justice de Montréal. L'homme avait été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement ses 2 filles il y a près de 50 ans. La couronne voulait qu'une peine d'emprisonnement d'entre 7 et 9 ans soit prononcée. Le juge a expliqué sa décision par le fait qu'il s'agit d'un cas exceptionnel puisque l'homme est très âgé et qu'il présente un état de santé précaire. Le nonagénaire souffre d'un cancer de la peau, il est sourd, presque aveugle et peut à peine se déplacer. La fille de l'accusé, Marcel Hamelin, voudrait que cette sentence serve de message aux victimes d'agressions sexuelles. Déjà, il y a un fardeau énorme de parties. J'ai 200 livres de moins sur les épaules. Là. Je ne porte plus ce fardeau-là. C'est ça qui est important. C'est ça que je voudrais que les victimes comprennent. C'est qu'à quelque part, ces hommes-là ne méritent pas qu'on porte le fardeau, même si c'est notre père. Ils ne méritent pas qu'on porte le fardeau. Pas du tout. Puis on le porte par le silence. On leur donne comme raison. Et cette femme, cette victime, juge la sentence correcte dans les circonstances. Il n'a jamais démontré un soupçon de remords. S'il y avait eu 10 ans de moins, c'est sûr et certain qu'il aurait fait de la prison. Alors, dans le fond, il a 93 ans, sa prison est intérieure. Moi, je suis libérée d'une certaine façon, parce que moi, j'avais un fardeau que je traînais depuis 55 ans. Le fait de l'avoir dénoncé, ça m'a libérée de ce fardeau-là. Ensuite, j'espère tout simplement qu'il y aura quelqu'un à quelque part qui va décider de dénoncer aussi. C'est juste pour dire que la justice a quand même été rendue. Ma sœur n'était pas prête. Moi, il y a 20 ans, j'ai voulu le dénoncer parce qu'il avait abusé de la fille de ma cousine. J'ai voulu le dénoncer à ce moment-là. Et ma sœur n'était pas prête. J'ai voulu attendre, moi, que ma sœur soit pas prête. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Parce qu'elle avait été abusée de la même façon que moi. Puis je voulais qu'on soit ensemble dans cette démarche-là. Puis je suis contente. C'est sûr, écoutez, on va dire comme le policier, M. Audet, m'a dit, il n'y a pas de temps pour dénoncer. T'sais. Tôt ou tard, la justice va être rendue. Évidemment, c'est pas une sentence, parce qu'à 93 ans, être chez lui 24 heures sur 24, il demande juste ça. On sait que c'est pas une sentence sévère. On n'était pas pour lui donner 12 coups de fouette non plus. On ne savait pas quoi donner. Maintenant, ce qui était important dans ce dossier-là, c'est que les victimes ont eu raison. Premièrement, ils ont dénoncé le crime. Ça, c'est important et tous les psychologues vont nous le dire. Il y a eu procès. Il y a eu procès et la justice a reconnu que ces dames-là avaient raison de se plaindre et il a été déclaré coupable. Je pense que ça, c'est suffisant. La peine, à ce moment-ci, devient, à mon avis, un petit peu subsidiaire. Alors voilà, c'est dans moins d'une heure que le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, va déposer son budget très attendu, un budget pour relancer l'économie canadienne. C'est un moment crucial pour la survie du gouvernement Harper. Sylvain Drapeau, il y a de grandes parties de ce budget, d'ailleurs, qu'on connaît déjà. Oui, c'est inusité, là, mais c'est peut-être une première qu'on en connaisse tant. On connaît 17 milliards de ce budget qui devrait contenir peut-être davantage, s'attend-on à tout le moins, d'en connaître un peu plus, là. 17 milliards, c'est quand même beaucoup. Il y a eu des annonces au fil de la semaine. On en a fait une liste pour vous, d'ailleurs. Regardez, il y a eu cette annonce hier, d'abord, dans le secteur des infrastructures, 7 milliards seulement là-dedans. L'aide au secteur d'automobile en Ontario, 4 milliards. Logement social, 2 milliards. La formation de la main-d'œuvre, ça, c'est l'assurance-emploi qui permettra des programmes de formation, 2 milliards. Il y a d'autres secteurs aussi qui seront sollicités. L'aide aux communautés qui sont touchées par les pertes d'emplois dans le secteur manufacturier et forestier, 1 milliard, un demi-milliard pour l'agriculture, 160 millions pour les arts et la culture, et la création d'une agence en Ontario, une agence de développement économique, 250 millions de dollars. Donc, au total, on a 17 milliards de dollars pour un déficit de 34 milliards qui a été annoncé pour l'année qui commence le 1er avril prochain. Bon, est-ce qu'il va rester une marge de manœuvre pour de nouvelles annonces et est-ce que ce sera suffisant pour maintenir le gouvernement Harper au pouvoir? Alors, c'est là toute la question, bien sûr. Marge de manœuvre, pas tant que ça. Un peu quand même pour des baisses d'impôts, quelques milliards là-dessus, au maximum 5 milliards.
Et ça a été déjà annoncé, des baisses d'impôts, mais de quel ordre et quelle clientèle va en profiter? Et évidemment, il y a des entrées de fonds qui ne viendront pas forcément, des revenus moindres parce qu'on est en période de difficulté économique. Alors, ça aussi, ça devrait être des chiffres qu'on devrait connaître là, à compter de 16 heures. Mais la coalition va-t-elle demeurer? Est-ce que Michael Ignatieff, le chef libéral, va voter en faveur du budget, auquel cas la coalition tombe. Mais s'il vote contre, là, c'est toute une histoire qui commence, une nouvelle histoire. Y aura-t-il des élections? Est-ce qu'il y aura une coalition? Et Michael Ignatieff, sa décision sur le budget, elle est aussi la décision sur la coalition. On va l'écouter. Je n'ai pas encore fait cette décision, mais je pourrais très bien voter contre un budget si je trouve que ce n'est pas à la hauteur de la situation, que ce n'est pas à la hauteur de la crise, et que les Canadiens ont besoin